Bonjour à tous, je vais vous présenter à présent un thème concernant l'agriculture et le réchauffement climatique. Donc ça a été travaillé avec le CERF France Mayenne Sarthe, comme on a l'habitude de le faire depuis plusieurs années maintenant. Donc l'idée ici est de vous présenter en fait des éléments d'analyse et d'explication autour de ce qui se passe par rapport au réchauffement climatique et ses impacts, les interactions avec l'agriculture, ce qui existe déjà et ce qui est en train de et ce qui se prépare. Donc les enjeux sont forts, hein. Alors je vous disais pour l'agriculture, mais pour tous les secteurs économiques également. Donc l'idée est bien de voir de quelle manière en fait chacun va pouvoir s'impliquer, de voir quelles mesures vont pouvoir être mises en place au niveau de vos exploitations pour que petit à petit les pratiques puissent évoluer par rapport à cet enjeu fort concernant le réchauffement climatique. Pour commencer la présentation, on va regarder quels sont les mécanismes autour du réchauffement climatique avec le rôle des gaz à effet de serre. On va regarder ensuite qu'est-ce qui se met en place au niveau politique autour de ce sujet-là et comment l'agriculture est concernée. Et enfin, on terminera par justement différents exemples de pratiques qui vont permettre d'améliorer le bilan carbone au niveau de l'agriculture. Donc avant de commencer l'explication, je vous propose de visionner ensemble une petite vidéo expliquant justement l'effet des gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique. Donc voilà, on vient de voir l'impact des gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique. Donc par rapport à ces gaz à effet de serre, en France, qu'en est-il? Donc en 2018, c'est à peu près 445 millions de tonnes équivalent de CO2 qui ont été émis. Donc on voit que le secteur du transport est le premier secteur économique impactant en fait cette notion d'émission de gaz à effet de serre, et on va retrouver l'agriculture en deuxième place. Donc ce qui est important d'avoir en tête concernant l'agriculture, c'est la particularité des gaz émis. Donc on va retrouver trois gaz principaux. Le méthane, qui lui est lié à la fermentation entérique des bovins. Les bovins, c'est 87% du méthane émis en élevage. On va retrouver également le protoxyde d'azote. Donc lui, il est lié à tout ce qui est culture. Donc la gestion en fait des épandages azotés, que ce soit issus de fertilisants minéraux ou organiques au niveau des sols. Et donc le troisième gaz, c'est le dioxyde de carbone, lié à la consommation d'énergie fossile sur la ferme à travers les moyens de transport ou la gestion des bâtiments. La particularité du méthane et du protoxyde d'azote, c'est leur pouvoir réchauffant. En effet, tous les gaz n'ont pas ce même pouvoir réchauffant et certains sont plus impactants que d'autres. Et donc, on va retrouver le méthane qui, lui, est 25 fois plus réchauffant, a un pouvoir 25 fois plus élevé que le CO2. Et le protoxyde d'azote, lui, c'est 300 fois plus important. Voilà, d'où les particularités en agriculture. Donc concrètement, c'est quoi les conséquences du réchauffement climatique chez nous aujourd'hui? Donc on a ici des graphiques en fait liés à deux indicateurs climatiques qui sont la température moyenne et le nombre de jours estivaux.
Donc les températures moyennes, par rapport à ce qui est observé en Bretagne, donc que ce soit Rostronin, que ce soit Rennes, on est sur une progression de plus 0,3 degrés toutes les décennies. Donc d'une part, ça a comme conséquence une anticipation des dates de récolte du maïs en silage, par exemple. On est 25 jours plus tôt aujourd'hui à faire ces récoltes-là sur Rennes ou 40 jours sur Brest par rapport à il y a quelques décennies. Une autre conséquence, ça peut être comment je vais dire, une évolution de la pousse de l'herbe. On y reviendra tout à l'heure. On a également, je vous disais, donc le nombre de jours estivaux. Ce sont les jours qui affichent une température de plus de 25 degrés, avec pour ce critère-là des conséquences sur des risques d'échaudage plus importants sur les céréales, par exemple. Et donc là aussi, une progression chaque décennie passée. Qu'en est-il pour les projections en fait faites sur ces indicateurs climatiques? Eh bien, on va garder la même tendance. On est sur ce même, cette même progression des températures. En ce qui concerne la pluviométrie, les volumes seraient à peu près similaires. Par contre, avec des périodes dans l'année un peu différentes et possiblement avec de la pluviométrie plus forte par période. Ou à l'inverse, heu, moins fréquente, en particulier l'été, avec donc des périodes qui peuvent afficher des déficits hydriques plus conséquents que ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc si on rentre un petit peu dans le détail par rapport à ces évolutions climatiques, si on regarde ici ce qui concerne les cultures, on a sur le graphique de gauche les rendements observés sur le maïs depuis les années 70. Ces tendances sont les mêmes sur le colza ou sur les céréales, c'est-à-dire que depuis les années 2000, on a une stagnation, un ralentissement des rendements observés. Et on peut même imaginer, de par les projections qu'on connaît, de par ce qu'on observe aujourd'hui en région Centre-Val de Loire, une légère diminution même des rendements au niveau de nos cultures. Un autre impact du réchauffement climatique sur nos cultures, c'est tout ce qui est pression par les ravageurs. Par exemple, la pyrale du maïs. Aujourd'hui, cet insecte, on a un cycle en fait d'insectes existant sur une saison culturale. Avec ces hausses de température, on pourrait aller vers 2 cycles d'insectes sur la même saison culturelle. Donc on voit bien la pression que ça pourrait amener. En ce qui concerne les systèmes bovins, d'autres exemples ici. Donc, je vous ai parlé rapidement de la pousse de l'herbe tout à l'heure. Donc, sur le graphique, on a la courbe bleue qui indique la pousse qu'on connaissait jusque-là, la pousse qu'on avait l'habitude de gérer. Sur les courbes rouges ou sur les courbes oranges, donc elles sont différentes selon les projections qui sont faites, on voit bien une pousse de l'herbe qui arrive plutôt à la sortie de l'hiver. Par contre, sur la période estivale, un ralentissement lié à ce que je disais tout à l'heure par rapport au déficit hydrique. D'autres éléments par rapport au système bovin, c'est par exemple le comportement des animaux. Les bovins apprécient peu la chaleur, donc ça veut dire que ça amènerait des impacts sur la rumination et par conséquence sur la production de lait. On pourrait observer également des impacts sur la fertilité. En ce qui concerne les systèmes hors sol, c'est pas tant les animaux eux-mêmes qui seraient concernés par les évolutions climatiques. Par contre, l'enjeu, il va se trouver sur les conditions dans les bâtiments, la gestion des bâtiments pour maintenir des bonnes conditions d'élevage. Donc, ça va être tout ce qui est évolution technique, évolution technologique autour de la ventilation, de l'isolation, etc., pour que les animaux gardent le confort nécessaire pour leur bonne croissance. Une autre conséquence possible, c'est ce qui concerne leur alimentation. Par rapport à ce que je disais tout de suite sur les cultures, on pourrait avoir des rendements plus aléatoires que ce qu'on connaît jusque-là, avec donc des conséquences sur les quantités et sur les prix de ces matières premières. Donc ricochet sur l'approvisionnement en aliments de ces animaux. Donc on voit bien par rapport aux indicateurs qu'on connaît aujourd'hui au niveau du climat, les impacts que ça commence à avoir dans nos exploitations et les impacts encore à venir. Au-delà de ça, en fait, les politiques publiques en ont aussi bien conscience et s'emparent du sujet à différents niveaux. Au niveau mondial, on a eu les accords de Paris, la COP 2021-2015,
Les enjeux là, ou en tout cas les objectifs qui ont été posés de manière unanime sur ce niveau international là, c'était de limiter l'élévation de la température au niveau du globe à maximum 1,5 degré, voire 2 degrés de plus que ce qu'on connaît que ce qu'on connaissait au niveau de l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire fin 1800. Pour atteindre cet objectif-là, c'est clairement la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est posée, avec un niveau net à 0 à atteindre, donc pour 2050. À Glasgow l'année dernière, la COP26 a eu un peu plus de mal à concrétiser les efforts à faire pour atteindre ces objectifs. Toutefois, l'Europe maintient le cap et garde cet objectif d'être climatiquement neutre en 2050. Pour ça, elle a rédigé le Pacte vert ou le Green Deal, qui est une série de stratégies qui a été établie et qui concerne l'ensemble des secteurs économiques du continent. Les enjeux majeurs fixés, ça a été la lutte, c'est en lien par rapport à cette lutte contre le réchauffement climatique. On va retrouver aussi par rapport à l'agriculture la capacité à fournir une alimentation saine et durable et le lien avec la protection de l'environnement et de la biodiversité. Donc je vous disais, le Pacte vert, un ensemble de stratégies qui reprend tous les secteurs économiques. Concrètement, pour l'agriculture, c'est le plan de la ferme à la table qui a été écrit. On va retrouver certains éléments comme une réduction de moitié de l'utilisation des pesticides par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, ou encore une réduction de 20% des antibiotiques en élevage. Et un dernier exemple, c'est l'objectif d'atteindre 20% de terres exploitées en agriculture bio d'ici 2050. Donc chaque pays de l'Europe, par rapport à toutes les politiques qui sont mises en œuvre, doivent respecter ces engagements au niveau européen. Donc concrètement pour la France, donc on va retrouver par exemple la PAC qui est concernée par ce sujet-là. Donc la PAC, la nouvelle PAC à venir de 2023, c'est le plan stratégique national, le PSN, qui est le cahier des charges qui a été rédigé. Il est aujourd'hui en cours de validation par l'Europe pour justement s'assurer de la bonne compatibilité entre ce texte-là et le Green Deal qui a été posé. Un autre exemple, c'est le plan de relance. Donc le plan de relance, là encore, concerne l'ensemble des secteurs économiques du pays. Pour l'agriculture, c'est 1,2 milliard d'euros qui ont été débloqués. Et 70% de ce montant-là est dédié à l'adaptation au changement climatique et à la transition agroécologique. Donc dans ce plan de relance, on va retrouver différents dispositifs et on a fait le choix aujourd'hui de zoomer sur la certification HVE et sur le diagnostic carbone. Donc la certification HVE, c'est quoi? C'est un label qui permet aux agriculteurs qui rentrent dans cette démarche de mettre en avant en fait les pratiques respectueuses vis-à-vis de l'environnement qu'ils peuvent mettre en œuvre. Donc pour ça, il y a 3 niveaux à valider et donc c'est le 3e niveau qui permet d'avoir le label. 2 voies sont possibles. La voie A, c'est la voie la plus utilisée aujourd'hui, donc il faut atteindre 10 points au moins par domaine. Donc les 4 domaines, c'est la biodiversité, la stratégie phytosanitaire sur l'exploitation, la gestion de la fertilisation et la gestion de la ressource en eau. La 2e voie possible, c'est une approche plus globale qui reprend des indicateurs autour de la biodiversité et d'un ratio intrant sur chiffre d'affaires. C'est une voie qui aujourd'hui est remise en cause pour valider l'obtention du label. Donc, on en est où par rapport à cette certification aujourd'hui? Eh bien, au 1er juillet 2021, c'était un peu plus de 19 000 exploitations labellisées. La loi Egalim booste cette labellisation parce que l'objectif est d'atteindre 50 000 exploitations labellisées d'ici 2030. Ce sont surtout les filières végétales qui sont labellisées, qui sont rentrées dans la démarche jusqu'à présent, et en particulier la viticulture. Les filières animales s'y mettent aussi et tous les jours de nouvelles exploitations sont labellisées. Quel est l'intérêt d'aller obtenir ce label? Donc, dans un premier temps, ça peut être d'aller chercher une plus-value supplémentaire au niveau de l'exploitation. Dans un deuxième temps, ça va être d'assurer en fait le maintien de certains circuits de commercialisation.
parce que, je reviens à la loi Egalim, elle impose que 50% des produits utilisés en restauration collective soient issus de labels rouges, de bio ou de HVE. Donc on voit bien l'enjeu ici concernant le fait de maintenir des marchés disponibles. Si on fait le lien avec la PAC, la certification HVE permet aussi d'aller chercher le niveau 2 des éco-régimes, donc d'avoir un montant d'aide plus important grâce à ce label. Un autre dispositif lié au plan de relance, c'est le bon diagnostic carbone. Donc, il se retrouve, lui, dans un contexte plus large, qui est la stratégie nationale bas carbone posée au niveau français, qui, elle, est encore clairement liée à ce qui a été posé au niveau du Green Deal au niveau européen. Donc, dans cette stratégie nationale bas carbone, pour chaque secteur d'activité, a été posée une projection des émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour le transport ou l'énergie, l'objectif est d'arriver à 0 émission pour 2050. Sur le graphique de droite, on voit la projection au niveau de l'agriculture. Donc, on vise une diminution d'à peu près moitié des gaz à effet de serre par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, pour arriver autour de 45-48 millions de tonnes de CO2 émis. Pourquoi on n'est pas à 0 comme objectif en agriculture? Parce qu'on travaille avec du vivant. Donc le fait d'avoir des animaux et tout ce qui est gestion des sols amène naturellement une émission de gaz à effet de serre. Donc on peut pas viser le 0 comme dans d'autres secteurs d'activité. Avant de poursuivre, je vous propose de regarder ensemble le témoignage de 2 éleveurs de Mayenne-Sarthe qui sont engagés dans cette notion de diagnostic carbone. Je suis aussi vice-président de l'APBO, Association des producteurs Bell Ouest, donc qui regroupe 100% des éleveurs livrant leur lait chez Bell. Donc nous sommes 750. Donc nos objectifs sont de déployer la démarche carbone sur l'ensemble des producteurs. Donc aujourd'hui, nous allons atteindre 80% des producteurs à fin 2021 et l'objectif est d'atteindre 100% à l'horizon décembre 2022. On a communiqué auprès des producteurs sur nos objectifs en leur faisant voir qu'on avait tout intérêt à reprendre cette démarche en main. Et ce qui, dans un second temps, permettait aussi aux agriculteurs de pouvoir voir des marges d'amélioration dans leurs exploitations en matière de gaz à effet de serre et donc de résultats technico-économiques. Donc, en parallèle de nos objectifs de diagnostic CAP 2ER, nous avons aussi mis en place un appel à projet pour une labellisation bas carbone. Donc aujourd'hui, 70 producteurs ont répondu à cet appel à projet avec un gain potentiel de 12 000 € par exploitation sur les 5 prochaines années. Un bilan carbone par l'OP a été très important pour nous au niveau de l'exploitation parce que ça nous a permis de savoir que les chiffres allaient rester propres à l'exploitation et aussi de maîtriser les marges de progrès qu'on pouvait faire grâce au bilan carbone. Alors la réalisation du bilan carbone a été faite en 2 temps. D'abord une synthèse des résultats de l'exploitation mis en commun par un groupe. On s'est retrouvé à 15 et ça nous a permis d'échanger et de voir les marges de progrès qu'on pouvait avoir sur l'exploitation de chacun. Alors les différentes actions qu'on va pouvoir mettre en œuvre sur l'exploitation sont une meilleure valorisation des déjections, fumier et lisier, entre autres les lisiers par système d'enfouissement. C'était très positif pour le bilan carbone. Pâturage dynamique qui nous permet aussi d'être toujours à la meilleure qualité de l'herbe. Et dans un 3e temps, l'allongement des rotations. Rotation prairie de 5 ans, la luzerne 4 ans. Moins on retourne la terre, mieux c'est pour le carbone. Mieux on maîtrise nos fourrages par la fumure des déjections, plus on a une bonne valeur de fourrage. D'où, derrière, moins l'achat de concentré. Ce qu'on attend au niveau de l'exploitation en tant que producteur, c'est d'être autonome au niveau alimentaire, donc produire sa protéine chez soi pour valoriser au maximum la production laitière et être moins dépendant. C'est très valorisant de savoir ce qu'on donne à nos vaches, surtout lorsqu'on produit sur l'exploitation notre propre aliment, fourrage et concentré.
ça nous permet de savoir ce qu'on donne à nos vaches de A à Z. Donc dans cette diapo, on a un bon résumé de ce qui vient d'être évoqué dans le témoignage précédent. Donc sur la droite, on a effectivement on visualise le fait que certaines industries portent des initiatives autour du développement, de la mise en place de diagnostics carbone dans les exploitations. Hein, dans la vidéo, on avait Bell, on a Sodial chez nous aussi par exemple. Alors, si on revient sur la partie de gauche, ce qui peut être mis en place au niveau des exploitations. Donc on l'a entendu dans la vidéo, on a entendu le mot cap de ZER, on a entendu diagnostic carbone. Donc en fait, dans les exploitations qui rentrent dans cette démarche, il y a un diagnostic qui est fait. Donc c'est-à-dire qu'il y a une comptabilisation des gaz à effet de serre émis par les différents ateliers d'exploitation. Donc d'une part, et d'autre part, il y a aussi une comptabilisation de ce qui est stocké dans le sol ou dans les haies. Et donc, à l'issue de ces deux éléments-là, on obtient le bilan carbone de l'émission, du total d'émissions globale au niveau de l'exploitation. Et une fois que ça s'est fait, en fait, est établi un plan d'action avec différentes pratiques. Donc, on a eu dans le témoignage, on a eu différents exemples, différentes pratiques qui peuvent être mises en œuvre dans l'exploitation pour améliorer le bilan global au niveau carbone de l'exploitation. Donc, par rapport au plan de relance, je vous parlais tout à l'heure du bon diagnostic carbone. Eh ben, c'est un diagnostic qui peut être réalisé chez les agriculteurs installés depuis moins de 5 ans, avec la prise en charge en fait d'une grande partie du coût de cette prestation. Dans un deuxième temps, une fois que cette première phase est faite, on peut se projeter, de par les pratiques liées au plan d'action, on peut se projeter sur le gain de gaz à effet de serre produit, donc l'amélioration carbone. Et selon ce gain-là, l'exploitant peut choisir de rentrer dans une démarche de labellisation bas carbone et avoir une commercialisation, une vente de ces crédits carbone. Ils sont aujourd'hui valorisés entre 30 et 40 euros de la tonne. Donc ça permet d'avoir un coup de pouce en fait financier sur de nouvelles pratiques qui peuvent être mises en place au niveau de l'exploitation. Donc sur cette partie-là, en 2021, Serre France Énergie, donc c'est la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie, il y a une quarantaine de dossiers qui ont été engagés et cette vente de crédit carbone doit permettre d'aller chercher à peu près 10 à 15 000 euros par dossier. Donc, au-delà de ces différents dispositifs qui sont plutôt incitatifs, mais avec un aspect réglementaire derrière, en fait, l'idée, c'est que, au niveau de chaque exploitation, il y a des bonnes pratiques qui peuvent être mises en œuvre, vertueuses dans cette amélioration sur l'impact carbone. Et dans un certain nombre de ces pratiques, un retour sur investissement, au moins partiel, est aussi possible parce que la mise en place de ces éléments-là est aussi à mettre en lien avec l'aspect économique de l'exploitation. On peut aussi avoir des gains sur l'organisation du travail, par exemple, ou même des éléments qui peuvent favoriser la transmission de l'exploitation par la suite. Donc ces bonnes pratiques, vous voyez ici 9 thématiques principales. Elles sont pas exhaustives et dans chacune d'elles, en fait, il y a toute une liste de pratiques qui peut être utilisée. Donc dans le témoignage de tout à l'heure, on a entendu des choses concernant les prairies, sur la fertilisation des sols également. D'autres exemples par rapport à tout ce qui est consommation d'énergie, le fait d'installer des trackers ou des panneaux photovoltaïques sur l'exploitation, ça peut être aussi une autre approche. Et par exemple encore concernant l'alimentation des animaux, donc il y a de la recherche qui est faite aujourd'hui sur une meilleure lisibilité pour limiter l'impact au niveau du carbone. Et de manière générale, tout ce qui va permettre de réduire les indices de consommation ou d'améliorer les GMQ va aller également dans ce sens. On peut retrouver aussi l'idée d'aller chercher de nouveaux débouchés économiques par rapport à ce contexte changeant.
On a par exemple en tête tout ce qui est bois des haies par rapport au bois de chauffage ou au paillage en paysage, et on va retrouver encore d'autres débouchés qui n'existent pas aujourd'hui et qui sont en plein essor. Et donc je vous propose de regarder un dernier témoignage par rapport à un projet là de transformation de paille de seigle en paille à boire. Je m'appelle Johan Wedek, je suis de Locarn où on filme actuellement, en Centre-Bretagne, et j'ai cofondé avec ma compagne Julie une société qui s'appelle Filage et qui fabrique des pailles en paille. L'idée de créer Filage, en fait, elle n'est pas venue ici, elle vient du Vietnam. En fait, on voyait au fur et à mesure une consommation assez incroyable de plastique, et les Vietnamiens en fait sont très créatifs et ont eu des solutions naturelles, donc une petite paille qui s'appelle l'épironia qui pousse dans le delta du Mekong. On s'est rendu compte qu'en fait, avant l'arrivée de la paille en plastique, eh bien c'était le seigle qui était utilisé en France pour faire des pailles, d'où son nom d'ailleurs, la paille, ça vient de là. Cette idée de projet correspondait complètement à nos valeurs environnementales et en plus pouvait s'apparenter au fait de collaborer en famille. La mise en place du projet, donc passer d'idéation à l'action, ça s'est fait assez naturellement en fait. À partir du moment où on est rentré en France, tout est allé très vite. On est passé sur 3 phases en fait, 6 mois où c'était plus création de sites internet, réseaux sociaux, prise de contact avec les banques et rencontres avec des bureaux d'études pour mécaniser la production. Et ensuite les 6 autres mois où on rentrait vraiment dans l'action, on a trouvé notre banque, on a trouvé notre bureau d'études, et là c'était la mise en place. Et après cette première année, on arrive là en février-mars 2021, et c'est là qu'on a commencé notre première production, où on a eu de la chance d'avoir un contrat direct avec Biocoop France. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait petit à petit. C'est-à-dire qu'on est sur un produit ultra local, qui utilise un biodéchet, qui est écologique. Et donc on a été rapidement accompagné et orienté vers les bons organismes, que ce soit privés ou publics. Et l'avantage qu'on a en Bretagne ou en Centre-Bretagne ici, c'est que les acteurs se connaissent tous. Donc à partir du moment où on en rencontre un, on les rencontre tous. Après, les choses les plus compliquées, c'est l'industrialisation, c'est le prototypage machine, etc. Mais sur la phase financement, business plan ou modèle économique, etc., ça s'est fait assez naturellement. Il y a cette partie écologique, on comprend bien que le seigle, c'est un biodéchet, etc. Mais il y a aussi la partie sociale. Nous, notre objectif, c'était vraiment de créer de l'emploi sur le territoire, parce qu'ici, on est en ZRR, donc c'est zone de revitalisation rurale. En plus, on a la chance d'être donc sur l'exploitation bio-agricole de mon père, donc ça, c'est une chance absolue. Et aussi, il a un méthaniseur, donc le méthaniseur produit de la chaleur. Et en fait, cette chaleur est utilisée pour 2 choses. La première, c'est de chauffer l'atelier de production. Et la deuxième, c'est dans le process de nettoyage des pailles, en fait, il y a une partie séchage, et donc les pailles sont naturellement séchées avec la chaleur produite par le méthaniseur. Aujourd'hui, l'objectif principal, c'est de partir sur pérenniser l'entreprise. Comme j'ai dit, on atteint un seuil de rentabilité. Demain, l'objectif, c'est de multiplier par 10 nos cadences de production. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de se dire que voilà, le seigle, c'est une tige des grains. Les grains sont valorisés. On valorise une partie du seigle en faisant des pailles. L'autre partie retourne en paillage pour animaux. L'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas transformer cette matière encore pour en faire d'autres choses ? Donc voilà l'exemple un peu atypique là qu'on vient de découvrir dans le témoignage. Donc pour finir, on découvre ici en fait les enjeux majeurs de l'agriculture dans les décennies à venir. Donc on va retrouver à gauche la notion d'adaptation. En fait, derrière ça, c'est comment est-ce qu'on fait évoluer nos pratiques, nos systèmes, pour s'adapter aux évolutions du climat, par rapport aux évolutions de température, de pluviométrie, par exemple. Et comment est-ce qu'on peut aussi s'adapter en allant chercher possiblement de nouveaux débouchés économiques. Un autre enjeu, ça va être l'enjeu de l'atténuation. Ça va être de se dire comment est-ce que sur mon exploitation, je peux limiter mon empreinte carbone par rapport à mes activités agricoles. On a parlé tout à l'heure du méthane et du protoxyde d'azote avec des pouvoirs réchauffants conséquents. Donc il y a un vrai enjeu à ce niveau-ci. Et donc le troisième enjeu à bien prendre en compte, c'est l'enjeu nourricier avec l'objectif de pouvoir nourrir les 9 milliards d'habitants en 2050 sur la planète. Donc voilà, merci pour votre attention sur cette présentation.